Bonjour et bienvenue dans Aux avant-postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Jusqu'où va l'insatiable désir de l'homme de faire mal à son prochain ? Eh bien, jusqu'à la fabrication d'armes autonomes, des robots qui tueront sans humaine. Pour en parler, je reçois Laure de Roussy-Rochegonde, chercheuse, directrice du Centre géopolitique des technologies de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, et autrice d'un ouvrage qui vient de paraître aux presses universitaires de France intitulé « La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle ». Avec moi également Anne-Sophie Saint-Père, ancienne coordinatrice France de la campagne Stop Killer Robot, qui a participé au dossier du journal Socialterre consacré à l'industrie de la destruction. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Je voudrais qu'on commence cette séquence par un témoignage. Il s'agit d'un jeune Palestinien qui est en Cisjordanie. C'était en 2019, et il raconte comment il vit avec ces armes qui sont autonomes et qui devraient notamment pouvoir toucher un certain nombre de personnes sans l'intervention humaine. On l'écoute. L'arme se déclenche automatiquement sans aucune difficulté pour le soldat israélien. Quand il voit un petit garçon, il appuie sur un bouton ou quelque chose du genre et elle se déclenche toute seule. En plus, le canon est très rapide, encore plus rapide que les soldats, et l'odeur du gaz qu'il dégage est plus forte que celle des poudres à canon utilisées auparavant par l'armée. Les grenades lacrymogènes qu'il tire peuvent atteindre le fond du camp et même jusqu'en haut. Je l'ai vu à plusieurs reprises et j'ai des vidéos. Donc c'était en octobre 2019 en Cisjordanie. Laure de Roussy-Rochegonde, est-ce qu'on peut définir ce qu'est une arme un robot tueur concrètement ? Alors, la question de la définition, elle est très compliquée parce qu'il n'y a pas de consensus international actuellement sur la définition de ce qu'on appelle dans les enceintes de négociation internationales les systèmes d'armes létaux autonomes, qu'on peut appeler armes autonomes. Robot tueur, c'est un terme plus médiatique qui a aussi été utilisé par la campagne internationale qui demande l'interdiction de ce type de système. Pour donner une définition très simple que je trouve assez convaincante parce qu'elle a le mérite d'être assez claire et assez englobante, on peut considérer qu'une arme autonome, c'est une arme qui est capable, une fois déclenchée, d'identifier une cible et d'ouvrir le feu sans autre intervention humaine dans un environnement changeant. Vous partagez cette définition, Anne-Sophie Saint-Père. Je rappelle que vous avez été coordinatrice d'une campagne internationale contre les robots tueurs. Donc ce terme, vous le prenez ou pas ? Oui, tout à fait. On utilise le terme robot tueur parce qu'effectivement, il est beaucoup plus accessible au public. Ensuite, techniquement, on parlera de système d'armes autonomes. Et là où je serais un peu plus positif, c'est que ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'il y a des discussions au niveau international et qu'on arrive à un relatif consensus sur ce que ça veut dire un robot tueur, une arme autonome. Et donc, effectivement, c'est quand les fonctions critiques d'une arme, le choix de la cible et la décision de tirer, une fois qu'elle est activée, vont être prises sur la base de données captées par des capteurs et un traitement algorithmique, mais il n'y aura pas d'humain derrière. Donc une fois que l'arme est activée, c'est l'algorithme qui seul prend la décision d'engager la force. Ce que demande la campagne, c'est à la fois une interdiction et une réglementation de ce type d'armes. Interdire les armes qui seraient activées par une cible humaine, les armes autonomes antipersonnelles, comme les mines antipersonnelles, et interdire les armes qui ne permettraient pas d'avoir un contrôle humain significatif, c'est-à-dire dont l'algorithme ne serait pas compréhensible et prévisible. Mais le consensus sur la définition, c'est entre les ONG ou vous le partagez avec les États dans des forums internationaux ou pas ? Alors, au niveau des ONG, il y a clairement un consensus sur cette définition. Au niveau des enceintes internationales, il y a eu énormément de progrès ces dernières années. C'est-à-dire qu'à Genève, il y a des discussions au sein d'une enceinte qui s'appelle la Convention sur certaines armes classiques. Et il y a un papier de travail qui sert de base aux discussions sur lesquels ces éléments apparaissent et font largement consensus. Ensuite, il y a toujours des États qui sont plutôt du côté des bloqueurs. C'est pour ça qu'on n'avance pas vers une réglementation telle qu'on le souhaiterait. Mais on ne peut pas dire que ces 10 ans de discussion ont été totalement infructueuses, dans le sens où là, il y a des éléments qui se dégagent et qu'à la fin, à la dernière réunion de cette convention, 42 États, dont la France, ont demandé à l'ouverture de négociations d'un traité sur la base de ce papier qui sert de base aux discussions. Alors pendant ce temps-là,
L'industrie avance et il y a de plus en plus d'armes autonomes. On va écouter le PDG, enfin la PDG de Smart Shooter, qui est une entreprise israélienne qui prétend fournir des armes intelligentes. Et elle intervenait, c'était en octobre 2022. On l'écoute présenter ses armes. Issus du monde des missiles de précision, les systèmes de conduite de tir de Smart Shooter visent deux objectifs principaux. Le premier est de protéger nos soldats en augmentant la distance qui les sépare de l'action. Le second est de réduire les dommages collatéraux, c'est-à-dire d'éviter de toucher des civils innocents. Pour ce faire, nous veillons à ce que le soldat n'atteigne que des cibles légitimes, avec une grande précision, et ce en utilisant une puissance de feu moindre. Imaginez qu'au lieu d'un missile, nous utilisions une munition de calibre 5,56. Lors de Roussy-Rochegonde, donc deux objectifs, protéger le soldat et prétendre donc que ça ne touche que l'ennemi. Ça, c'est vrai que c'est une rhétorique qu'on retrouve très souvent dans ceux qui défendent le recours aux armes autonomes. C'est vraiment l'idée du zéro mort, que ce soit du côté de l'attaquant ou dans le sens de la défense. Évidemment, il y a une moindre tolérance aux pertes humaines dans les conflits contemporains. Alors, c'est moins visible, évidemment, avec les guerres, les conflits en cours à la fois à Gaza et en Ukraine, mais les démocraties libérales, notamment, tendent à mal supporter lorsque des combattants sont tués sur le champ de bataille. Donc ça fait en réalité depuis les années 90 que cette ambition de réduire le plus possible les pertes humaines existe, et donc l'autonomisation des systèmes d'armes permet ça, et c'est associé à tout un discours sur ce qu'on appelle parfois les frappes chirurgicales. Ah oui. Donc voilà, c'est là aussi un fantasme qui... on a entendu pendant la première guerre du Golfe en 91. Exactement, Ouais. qu'on a beaucoup entendu aussi dans ce que le président Bush avait appelé la guerre contre la terreur ou la guerre contre le terrorisme. Et c'est effectivement l'idée de frappes extrêmement ciblées qui ne touchent que les têtes, si possible, des organisations, par exemple, terroristes. Alors, sur le terrain, c'est pas du tout ce qui est observé. Et je pense que Gaza est un exemple assez emblématique et terrible de il y a l'échec. clairement des pertes collatérales. Il y a des pertes collatérales qui sont colossales, et ça a été documenté, ça a même été reconnu par l'armée israélienne. Et je pense que c'est pour ça que la méfiance doit quand même être de mise quand on se penche sur cette promesse de moindre perte humaine, etc. Parce que dès lors qu'on utilise des objets techniques, et encore plus quand on utilise de l'intelligence artificielle, on a toujours l'impression que les frappes vont être vertueuses d'une certaine manière, parce que très sophistiquées, reposant sur des calculs savants, etc. Mais en réalité, tout ça dépend de la volonté politique, et c'est sûr que quand on regarde la manière dont à la fois le gouvernement israélien, mais aussi les armées russes et ukrainiennes se saisissent de ces nouvelles armes, c'est pas exactement dans le sens de la retenue. Anne-Sophie Saint-Père, vous disiez que ça fait 10 ans qu'on discute sur cette problématique d'interdiction, de régulation, etc. Mais pendant ce temps-là, ça avance. Vous avez entendu cette chef d'entreprise qui continue à fournir des armes comme celle-ci. Oui, tout à fait. Et il y a une urgence absolue, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle se développe partout, y compris dans le secteur des armes. Et la présidente du CIC, du Comité international de la Croix-Rouge, le secrétaire général des Nations Unies ont alerté en 2023. Il faut un traité d'ici fin 2026. Les avancées vont extrêmement vite. Et il faut fournir des lignes directrices aux fabricants d'armes pour savoir ce qui va être légal ou pas légal. Mais franchement, vous êtes optimiste sur un traité ?
C'est aujourd'hui, c'est compliqué, mais en fait, par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui, on a 129 États qui sont favorables à la signature d'un traité sur les armes autonomes. On a un consensus sur les éléments de définition, sur le fait qu'il faudra une régulation en 2 points, avec à la fois les interdictions des systèmes d'armes qui ne peuvent pas respecter le droit international et des obligations positives pour déterminer ce qui pourrait être autorisé, par exemple des systèmes de défense antimissiles. Donc aujourd'hui, on avance. Il y a urgence et les terrains de guerre au Gaza, en Ukraine, nous montrent qu'il faut absolument aller très vite, parce que je vais rebondir sur cette question. Dans ce qu'on vient d'entendre, on a entendu 2 fois le mot précision. C'est tout à fait à l'encontre de ce qu'on voit dans l'automatisation des systèmes d'armes. C'est-à-dire que c'est un spectre, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle utilisée. Et quand on voit à Gaza qu'il y a eu des systèmes de ciblage automatisés, alors où il y avait encore une validation humaine du tir, mais ça... Mais 20 secondes. Voilà. Il fallait valider en 20 secondes. Et ça a généré plus de cibles plus vite. Donc en fait, aujourd'hui, on risque surtout d'avoir des massacres plus rapides, plus larges. Et c'est pour ça qu'il faut absolument réagir. D'autant plus que sortir l'humain de la boucle, ça pose des grandes questions sur la responsabilité. Si des crimes de guerre sont commis par des machines, qui sera responsable ? Est-ce que ce sera le fabricant ? Est-ce que ce sera la personne qui a activé la machine ? Est-ce que ce sera le commandant qui en a décidé l'usage ? Donc ça pose des questions de droit fondamentales auxquelles il faut répondre. Et vous tentez d'y répondre dans votre livre, Laure Roussy de Rochegonde. Est-ce que ça paraît logique que l'enceinte de discussion de cette problématique, ce soit une convention sur les armes classiques, alors que c'est tout sauf des armes classiques? Je ne comprends pas là-dessus. Alors, ça, c'est un peu un enjeu de dénomination. En anglais, c'est conventional weapons. C'est par opposition, en fait, à tout ce qui concerne le nucléaire qui, là, a des enceintes spécifiques. Ce qui est vrai, c'est que cette enceinte, la Convention sur certaines armes classiques, éprouve des difficultés en ce moment à parvenir à des consensus, et c'est très important parce que dans la Convention sur certaines armes classiques, il faut l'unanimité des États pour parvenir à une régulation. C'est pour ça qu'un certain nombre d'acteurs de cette entreprise de régulation cherchent à déplacer le débat et à le faire advenir plutôt à l'Assemblée générale des Nations unies qui a l'avantage de permettre des décisions à la majorité, tout à fait, ou alors une convention spécifique qui pourrait être accueillie par un État qui se porterait volontaire, et c'est ce qui avait été fait par exemple pour les conventions d'Ottawa et d'Oslo qui ont permis l'interdiction des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions. Et vous, Laure, vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à l'interdiction ou la régulation ? Alors, moi, je suis plutôt pessimiste, même si j'aimerais être optimiste, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et je rejoins complètement Anne-Sophie sur l'urgence d'une régulation, c'est que, vous l'avez dit, les progrès sont fulgurants, et tout ce qui se développe actuellement sur le terrain devient un fait accompli, devient un précédent, et revenir en arrière, c'est extrêmement difficile. C'est ce qu'on a vu par exemple sur les drones, où en fait la régulation a été en retard sur le développement technologique, et aujourd'hui on ne peut plus réguler les drones, et même les drones vont encore plus loin, puisque un certain nombre de drones sont désormais des armes autonomes de facto. Là où je ne suis pas très optimiste, c'est que de manière générale, le multilatéralisme va très mal en ce moment. La maîtrise des armements va encore plus mal. Tous les accords tendent à être dénoncés les uns après les autres. Les conflits en cours sont aussi des lieux où on voit des États qui veulent se retirer, par exemple, de conventions dont ils étaient pourtant partis. Et en plus de ça, les grandes puissances militaires, qui sont celles sans lesquelles on ne peut pas vraiment parvenir à des régulations robustes, sont tout sauf enthousiastes à l'idée d'interdire les armes autonomes. Course à l'armement. Oui, alors, si je peux rebondir là-dessus, sur le fait que ces armes sont sur le point d'exister. Ou existe, enfin c'est assez difficile à déterminer sur les terrains de guerre. En fait, c'est difficile de savoir s'il y a un opérateur encore dans la boucle. Mais c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on nous reprochait de vouloir interdire des armes qui n'existent pas encore. Et il y a quand même beaucoup de conventions internationales qui ont interdit des armes qui étaient déployées, que ce soit les bombes à sous-munitions ou les mines antipersonnelles. Notre objectif, c'était d'avoir un traité qui régulerait ces armes avant qu'il y ait un massacre à grande échelle, qui crée une prise de conscience qui pousse à cette législation. On espère encore y arriver
élevé. Et ensuite, sur le fait... ce pessimisme, j'ai l'impression qu'avant chaque signature de traité, il existe. Par ailleurs, il n'y a pas de traité universel, c'est-à-dire que les États-Unis, la Russie n'ont pas signé le traité sur les mines antipersonnelles ou sur les bombes à sous-munitions. Il suffit de quelques États de puissance militaire, mais avec une forte conscience de l'importance du droit international, et on pense notamment à la France, à l'Union européenne, pour pousser et pour avoir un traité, une norme internationale. Et même sur les États non signataires, cette norme internationale, elle va avoir un impact. C'est pas que ça va s'appliquer directement, mais ça stigmatise les armes. On est capable de dire que la communauté internationale refuse ce type d'armes. Ça envoie un signal aux fabricants. Ils ne pourront pas forcément exporter ce type d'armes. Ces armes qui vont être stigmatisées, quand elles vont être utilisées dans les conflits, on le notera. Ça envoie un signal aux financeurs. Donc c'est très important. Et si on prend le traité sur les mines antipersonnelles, il n'a pas été signé par les États-Unis. Mais de fait, ça a divisé par 10 le nombre de victimes les premières années. Donc ça a un effet, même si ce n'est pas un traité universel. Et effectivement, ça va vite. Il faudrait adopter des normes et on espère ne pas attendre les premiers massacres. Laure de Roussy-Rochegonde, qui freine, qui est pour ? Alors, qui freine, sans surprise, on a les États qui sont les plus hostiles au multilatéralisme en ce moment. Et donc, les États-Unis, malheureusement, sont devenus l'un des grands fers de lance d'un agenda anti-multilatéral. La Russie également. La Chine a une position un peu étonnante parce que, d'un côté, elle soutient la campagne d'interdiction, mais dans le même temps, elle refuse que des réglementations existent sur la recherche et le développement. Donc, dès lors qu'on recherche et qu'on développe des armes, c'est difficile de vraiment lutter contre leur prolifération. Du côté de ceux qui sont ouvertement opposés, ça a été dit, il y a plus d'une centaine d'États, 130 il me semble presque maintenant, et là, on retrouve des États très différents, avec à la fois des pays du Sud global, mais aussi des États européens. Vous n'avez pas cité Israël ? Alors, la position israélienne est plutôt dans le sens de l'opposition à une interdiction, ce qui n'est pas très surprenant compte tenu, là aussi, de l'investissement technologique auquel elle s'adonne dans le cadre de sa lutte contre le Hamas. Ce qui est important à dire aussi, il me semble, sur ces enjeux de régulation, c'est que l'intelligence artificielle, qui est en fait la technologie qui permet à ces armes de fonctionner, c'est une technologie qu'on appelle duale, donc qui a des applications à la fois civiles et militaires. Et ça, c'est très difficile en matière de régulation. C'est pas impossible parce que le nucléaire est aussi une technologie duale. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la course à l'intelligence artificielle, elle est à la fois mondiale et extrêmement structurante pour les relations internationales actuellement. Et on éprouve parfois des difficultés à savoir, et on le voit avec le règlement européen sur l'IA, les AI Act, ce qui pourrait finalement constituer une sorte d'épine dans le pied des entreprises européennes. Et donc, pour un État comme la France, par exemple, il y a un peu une angoisse de consentir à une régulation qui deviendrait un handicap national par la suite. Pour terminer sur la France, Anne-Sophie, on produit ou pas en France ce type d'armes ? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur l'intelligence artificielle dans les armes en France, mais comme partout. Sur la question des technologies duales, c'est le cas dans plein de domaines. C'est-à-dire que la chimie, c'est utilisé aussi dans le civil. On a pourtant interdit les armes chimiques. Ça ne peut pas être une barrière, selon vous, ça ne peut pas être une barrière. Pour réguler ça, ou interdire. Ça complexifie, mais ça n'est pas une barrière. Et sur la France a un avis du ministère de la Défense, un avis éthique, où on s'interdit nous-mêmes d'utiliser des armes totalement autonomes. Donc en fait, on aurait tout intérêt à ce que cette position éthique de la France devienne la position de la communauté internationale. Donc on aurait tout intérêt à pousser par un traité qui soit signé par un maximum de pays. Merci à toutes les deux. On passe à notre rubrique Dans le radar. Alors, un ouvrage, une étude, une enquête qui nous a interpellés cette semaine. Aujourd'hui, un livre, celui de Pierre Douillard-Lefebvre, essayiste, chercheur en sciences sociales. Son ouvrage est paru aux éditions Divergence. Il s'intitule « Maudite soit la guerre, manuel de résistance antimilitariste ». Bonjour Pierre Douillard-Lefebvre. Bonjour. Alors, vous sentez la guerre arriver au point de
de publier un livre clairement antimilitariste ? Alors, je ne sens pas la guerre arriver parce que la prudence qu'il faut avoir sur la question de la guerre, c'est qu'on parle beaucoup de retour de la guerre aujourd'hui dans nos pays. Et c'est une vision souvent européocentrée parce qu'en réalité, la guerre, elle est déjà là. Elle est à Gaza avec une opération génocidaire. Elle est au Soudan. Elle était en Afghanistan. Vous voyez, la guerre dans les pays du Sud global n'a jamais pris fin. Là, ce qu'on voit arriver, c'est un retour effectivement des discours bellicistes et de la militarisation à l'intérieur même de nos frontières européennes notamment. Et donc, effectivement, depuis 2022, on a une musique, un bruit de fond, à travers tout un tas de sondages, de récits médiatiques, de discours politiques, qui visent à nous répéter qu'il faut se préparer à la guerre, qu'il faudrait s'armer, qu'il faudrait remettre la jeunesse en uniforme, etc. Et c'est le point de départ de ce livre-là. C'est-à-dire qu'à partir depuis 3 ans, on entend des sondages régulièrement qui disent que la jeunesse est prête à aller au front, qu'il faudrait rétablir tout un tas de mesures militaristes, etc. Et malheureusement, face à ce bruit de fond, cette musique, il n'y a pas de contre-discours. Il n'y a pas de contre-discours, en tout cas, il n'y en a pas dans les médias dominants. Alors justement, d'abord, d'où vient ce bruit de fond ? Il est alimenté par qui, selon vous ? D'où vient ce bruit de fond? Alors là, c'est une question immense que vous êtes en train de poser et qu'il va falloir synthétiser rapidement. Les fauteurs, ce qu'on appelle historiquement chez les antimilitaristes, les fauteurs de guerre ont tout un tas d'uniformes. Là, je vois le chef d'état-major de l'armée française, Fabien Mandon, qui a appelé à accepter de perdre nos enfants. Donc évidemment, les militaires et l'industrie, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, les fabricants d'armes, ont toujours intérêt à des escalades militaires, tout simplement parce que ça arrange leurs intérêts, notamment financiers, et ça renforce également le pouvoir de l'armée au sein d'une nation. Il y a également une dimension politique. Nous sommes en train de traverser à la fois des tensions géopolitiques internationales de plus en plus dures, mais il y a également des crises de légitimité dans tout un tas de pays occidentaux. On a des gouvernants qui sont contestés, qui sont de moins en moins soutenus, qui imposent des politiques impopulaires, et on le sait historiquement qu'une guerre, qu'une opération militaire, c'est jamais uniquement une opération à l'extérieur, c'est aussi une opération de maintien de l'ordre à l'intérieur des frontières nationales. Je m'explique très rapidement. Une guerre sert toujours à fabriquer l'union sacrée, c'est-à-dire un unanimisme autour du chef de l'État, autour de l'armée, autour du pouvoir en place. Et donc, historiquement, quand il y a des crises sociales, politiques, et aujourd'hui, on peut y ajouter aussi le péril écologique, eh bien, des dirigeants cyniques ont intérêt à appuyer sur l'escalade vers la guerre. Pierre Douillard-Lefebvre, dans votre livre, vous insistez sur le fait que le discours pacifique a un petit peu disparu. Comment vous comprenez ça par rapport aux années 70 où, en effet, il était très présent? Comment vous comprenez cette disparition aujourd'hui? Effectivement, c'est une question très inquiétante parce que, comme l'ont dit les intervenantes, nous sommes face à des capacités de destruction incommensurables dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu évidemment le nucléaire, maintenant il y a carrément l'intelligence artificielle pour générer des cibles et commettre des massacres encore plus efficacement, si j'ose dire. Et parallèlement, le discours contre les armes, contre la guerre est peu audible. Alors, effectivement, il y a une tradition normalement historique de l'antimilitarisme à gauche, et ce, depuis que la gauche existe. C'est-à-dire un discours internationaliste qui rappelle que les peuples, les gens d'en bas, n'ont aucun intérêt à se faire la guerre et à s'entretuer pour les profits des marchands de canons et des dirigeants. Ce discours antimilitariste, on l'a retrouvé très puissamment contre les guerres coloniales dès les années 50-60, notamment contre la guerre d'Indochine. On l'a retrouvé au Larzac, avec la grande lutte contre l'extension d'un camp militaire dans les années 70. Mais ce discours antimilitariste, on le retrouve également dans les années 2000 avec des très grosses manifestations contre la guerre en Irak, en France et dans le reste du monde. Et là, effectivement, il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème, parce que l'opposition à la guerre et même émettre le moindre doute vis-à-vis de la course à l'armement, c'est presque considéré comme suspect. Et les partis de gauche semblent avoir déserté ce terrain-là. C'est d'ailleurs l'objet de mon ouvrage. C'est un appel à se ressaisir de la question de la guerre par en bas, parce qu'il y a une urgence vitale pour les peuples, et notamment en France.
La France qui est le deuxième pays vendeur d'armes au monde, hein, je le rappelle. Alors, dernière question, réponse rapide. Comment on fait justement pour relancer ce discours pacifique ? Alors, il y a une nuance entre pacifisme et antimilitarisme, hein. Le pacifisme, c'est la paix à tout prix qui est parfois un petit peu risquée parce que c'est souvent le statu quo et donner raison aux agresseurs. L'antimilitarisme, c'est le refus de l'embrigadement de la population et de la société derrière des logiques de guerre et d'armée. Alors, comment on fait pour le relancer ? Eh bien, les luttes antimilitaristes, elles existent. Elles existent, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas mises en avant. En France, il y a une coalition qui s'appelle Guerre à la guerre, qui regroupe de très nombreux collectifs féministes, pro-palestiniens, anticapitalistes, etc., qui a organisé par exemple une grande manifestation contre le Salon du Bourget l'été dernier. Salon du Bourget qui est une des plus grandes expositions d'armement du monde et qui a lieu à côté de Paris. Il y a des initiatives sur tout le territoire qui sont en train d'émerger. Alors la question c'est plutôt, y a-t-il des initiatives antimilitaristes ? Et il y en a ? Ou plutôt, pourquoi les médias n'en parlent si peu et pourquoi ce discours-là a tant de mal à se faire entendre alors qu'il y a des discours quotidiens qui visent à encaserner la population. Merci beaucoup Pierre Douillard-Lefebvre pour vos réponses. Merci beaucoup à toutes les deux également pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.